quand la personne va se lever le matin, faire son heure de gymnastique, va arriver au boulot, va entre midi et deux, va aller à la piscine, après son boulot va faire du jogging, tout ça aux dépens de sa vie familiale, etc. Ce sont les conséquences négatives. Une addiction, c'est donc forcément un excès, mais on peut le quantifier en fonction de la substance, j'allais dire, par exemple. On peut dire qu'on est alcoolique à partir du moment où on boit tant de verre, qu'on est addict aux jeux vidéo à partir du moment où on passe tant de temps. C'est difficile quand même, quantifier. Ça peut être des points de repère, mais il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a beaucoup de paramètres, des paramètres individuels, des paramètres personnels, qui font qu'effectivement, pour certaines personnes, on va être dans l'addiction et à consommation légale, son voisin ne l'est pas. Et du coup, ça nous oblige à être très très attentifs. Moi, ce qui me semble être très important, c'est le sens que ça a pour la personne. C'est-à-dire, parce que c'est pas la quantité ne va pas suffire à définir, mais elle peut s'en passer ou elle ne peut pas s'en passer. Et si elle ne peut pas s'en passer, à quoi ça lui sert ? Que ce soit un produit ou un comportement d'ailleurs. C'est-à-dire, on parle de l'addiction de sport, c'est pas en nombre de kilomètres de jogging que ça se joue. Mais là, quelqu'un que je connais bien vient de se faire une entorse, il court quand même. Alors, il va en plus serré, il se met un strapping, il se met en danger. Mais s'il ne court pas, il n'est pas bien. L'addiction, c'est la perte de la liberté de s'abstenir finalement. Absolument. Oui, c'est une définition. Mais il y a quand même, dans le trajet de l'addiction, il y a d'abord une rencontre entre un produit ou une expérience. Une rencontre que finalement tout le monde peut faire, avec une vulnérabilité à l'adolescence quand même. On y reviendra. On y reviendra. Donc rencontre entre un produit, un individu, avec une composante génétique derrière, quand même, qui existe dans l'addiction, et une vulnérabilité individuelle qui dépend de son histoire, de ses croyances, des événements autour. Et donc là, il y a une première chose, c'est la rencontre produit-individu. Et si effectivement le produit permet de soulager quelque chose, je ne sais pas, on va prendre l'alcool, quelqu'un qui s'aperçoit que quand il est un petit peu ivre, il est beaucoup moins timide, il arrive à draguer les filles, moi j'en sais rien, c'est pas forcément quelque chose de masculin, eh bien il va avoir tendance à continuer sa consommation, à l'augmenter, et comme le produit est addictif, c'est-à-dire qu'on a tendance à le consommer de plus en plus fréquemment et de plus en plus intensément pour avoir le même effet, il y a une espèce de spirale qui se met en route et une dépendance petit à petit qui va s'installer. Mais entre la rencontre et la dépendance, il y a ce qu'on appelle une phase à risque, où là, on est à risque, mais on peut encore contrôler. Et c'est le trajet de l'addiction, en fait. Ce que vous dites, donc, c'est la rencontre entre produit et expérience, j'insiste sur expérience, parce qu'il n'y a pas que les substances, comportement, une personne et finalement un moment socioculturel pratiquement. Tout à fait. Donc ça veut dire que n'importe qui d'entre nous peut devenir addict s'il trouve le bon produit, entre guillemets, à tel moment de sa vie. Avec une composante génétique et des modèles parentaux. Si on enlève la génétique, enfin bon, il y a beaucoup de choses. Je pense, je ne suis pas sûr que ce soit n'importe quelle personne. Je pense que, alors, il y a la composante génétique, il y a la composante relationnelle, il y a historique. Oui, il y a aussi comment la personne se sent capable d'affronter la vie ou pas, sans artifice. Il y a beaucoup de données comme ça et qui vont se construire en amont. Par contre, effectivement, de dire qu'il n'y aurait pas d'un côté les gens qui sont complètement à l'abri et puis de l'autre côté les gens malades, ça oui, ça me paraît ne serait-ce qu'en prévention, d'avoir cette précaution-là. Je ne vais pas demander votre définition à vous de l'addiction par rapport à ce que vous observez. Alors l'addiction, c'est au niveau des jeunes et des adolescents, on voit bien qu'ils sont confrontés à un moment de leur vie, à la prise à être proche
des propositions régulières de certains produits qui, pour certains, vont faire une expérimentation. Cette expérimentation peut s'arrêter uniquement à une consommation une fois pour essayer, puisqu'ils sont tentés pour l'effet groupe. Et puis par la suite, elle peut arriver à renouveler cette expérimentation et à tout doucement glisser vers une addiction. Donc il s'agit là par rapport à un produit, mais ça peut aussi arriver pour le jeu, pour l'Internet, parce que ça prend aussi au niveau comportemental. On peut voir certains adolescents qui s'isolent complètement dans leur monde, et c'est générateur de sensations à renouveler régulièrement, et spontanément et immédiatement. Donc arrive un moment, ces jeunes sont complètement déconnectés du monde qui les entoure, et à partir de là, ils se retrouvent dans un cercle d'addiction et ils ne peuvent plus s'en sortir. Mais à quel moment, c'est plus individuel et ça reste... Ça fait 2 fois qu'on parle des ados, donc évidemment on va beaucoup en parler tout à l'heure, dans la prévention notamment, parce qu'il y a des parents dans la salle. Est-ce qu'il faut mettre toutes les addictions au même niveau, sachant que l'addiction aux jeux vidéo ou au sexe par exemple, a priori, rarement en tout cas, il n'y a pas de mort. Contrairement à l'héroïne, la cocaïne, l'alcool, le tabac, etc. Fabrice, c'est pour vous. Je ne sais pas pourquoi c'est pour moi. Alors on se résigne aussi. Hein. C'est pas une question facile. C'est-à-dire que, évidemment qu'à première vue, si on se donne uniquement comme critère la mort, effectivement, l'addiction aux jeux vidéo, il y a eu quelques cas, et encore, on n'est pas sûr, c'est dans les addictions, mais il y a eu des faits divers un petit peu trash. Ils ont le dos large, les jeux vidéo. Mais très peu, quoi. Enfin, c'est vraiment insignifiant. Sur l'addiction au sexe, moi, je serais déjà beaucoup plus partagé, parce que du coup, ça veut dire que l'accès à l'activité sexuelle va primer sur toute autre considération, y compris des considérations de protection. Donc ça peut être quand même un peu problématique. Mais la mort n'est pas le seul critère. C'est un critère important, évidemment, mais il y a aussi de la souffrance. Hein. Et il peut y avoir une souffrance tout à fait aiguë, même dans ces formes d'addiction, qui seraient considérées comme moins mortelles ou plus banales, peut-être. Donc c'est difficile, votre question, parce que vraiment, il n'y a pas que la mort dans la vie. Il y a aussi la qualité de la vie qu'on mène. Et quand on est... le propre des addictions, c'est quand même très souvent une très très grande souffrance. Sans quoi, si les gens se font du bien, on va pas les embêter avec ça. Toute addiction est source de souffrance, est-ce que vous... Quand on est dans l'addiction, oui, bien sûr. Entendons-nous bien, hein, parce qu'on a nommé un tas de choses tout à l'heure. Toutes ces choses-là, la plupart sont de bonnes choses, et je ne prône pas l'abstinence pour tout ça. Hein. Mais c'est quand ça devient une addiction, quand il y a perte de contrôle, c'est de l'ordre de la souffrance. Alors qu'il peut être plus ou moins grande, mais c'est de l'ordre de la souffrance. Après, moi, je vais quand même aussi insister sur les conséquences négatives. Il y a des conséquences en termes de maladie. Hein. La cigarette provoque autant le cancer du poumon que le cancer du rein, que les bronchites chroniques obstructives, etc. L'alcool, n'en parlons pas. Il y a des conséquences sociales, hein, avec la famille. Avec toutes les relations qui se pourrissent à l'intérieur de la famille. Il y a les conséquences d'isolement, il y a les conséquences professionnelles, il y a les conséquences psychologiques. Quelqu'un qui est addict, effectivement, est quelqu'un qui souffre et qui devient anxieux, dépressif, enfin tout ce que vous voulez. Et ces conséquences négatives sont importantes. Tony Villiers, je fais juste une parenthèse avec vous avant de raconter votre histoire tout à l'heure sur la souffrance. Vous souffriez? Vous étiez addict à l'alcool, vous avez conscience de cette souffrance? Oui, bien sûr, hein, j'en avais conscience, mais moi le souci, c'est que moi j'en avais besoin de cet alcool pour pouvoir soit m'intégrer, puisque je fais une profession quand même qui est assez dure. Je suis sur la région parisienne, hein, voilà, et du coup j'en avais besoin pour être intégré dans le groupe avec les collègues. Ça m'aidait sur la voie publique. Certaines situations, certaines... Mais est-ce que c'était une souffrance intérieure pour vous, psychologique? Est-ce que vous... Ah oui, bien sûr, tous les jours. Physique et psychologique? Physique et psychologique, les tremblements, il y avait tout qui rentrait en compte. Hein. En fait, il y a des conséquences négatives, il y a effectivement la souffrance, la perte de contrôle, et donc
les gens sont mal, il faut les plaindre. À partir de quand l'addiction est considérée comme une maladie? À partir du moment où il y a une perte de contrôle. Quand on vient chez vous à Métairie, c'est devenu une maladie, l'addiction? Alors, il y a pas mal de portes d'entrée à la Métairie, donc quand c'est la personne addicte, enfin j'aime pas beaucoup bien ce mot parce que ça met une étiquette un peu genre... On va l'utiliser comme un générique. On a un petit peu de problème avec ça, avec les étiquettes. Quand c'est la personne addicte qui vient en consultation, c'est effectivement quelqu'un qui a cheminé, c'est-à-dire qu'elle est en souffrance, sans quoi elle n'a aucune raison de demander à ce que ça s'arrête. Si quelque chose fait du bien et ne fait pas de mal, pas pourquoi, je demanderais à ce que ça s'arrête. Mais donc, quand quelqu'un vient spontanément, il est dans la souffrance. Il y a une grande partie des gens qui viennent consulter, qui viennent amenés par un tiers. Alors, des fois, c'est la justice qui dit là, il va falloir faire quelque chose. Et puis, parfois, c'est la famille. Donc, moi, en tant que thérapeute familial, c'est beaucoup ces personnes-là que je rencontre, c'est-à-dire c'est l'entourage, c'est le conjoint, c'est les parents, c'est quelqu'un d'autre qui porte la souffrance, c'est-à-dire que peut-être qu'il en a conscience avant l'addict lui-même. C'est-à-dire qu'on a tous connu cette phrase, entendu cette phrase, peut-être pour certains d'entre nous, prononcer cette phrase, j'arrête quand je veux, je gère, je maîtrise. Ça, c'est une phrase, je pense qu'on entend. Et parfois c'est vrai, mais parfois ça l'est pas. C'est-à-dire que c'est une histoire qu'on se raconte, mais l'entourage n'est pas dupe de cette histoire et peut être en souffrance. Donc il y a un décalage, il y a toujours un décalage entre le moment où quelqu'un rentre dans l'addiction, c'est-à-dire qu'il perd le contrôle, et le moment où il se rend compte de cette perte de contrôle. Et il y a encore un décalage entre le moment où il se rend compte de cette perte de contrôle et le moment où il est en mesure de demander de l'aide. Voilà. Et c'est là où le rôle de l'entourage, il est très intéressant, parce qu'il peut réduire. L'entourage peut aider à réduire ce laps de temps. Je veux juste revenir sur ce que dit Sidonie. Il dit il en avait besoin pour s'intégrer dans un groupe de collègues. Donc il y a un sens derrière. Et c'est là où on bascule dans l'addiction. C'est le sens qui est lié au produit. Et après, on s'en trouve prisonnier. Parce que le comportement ou la drogue fonctionne de telle sorte que, à ce sens, plus on consomme, plus on va consommer. Il y a une espèce de renforcement positif. C'est une sorte de remède finalement à l'addiction pour celui qui... C'est une béquille. Au bout d'un moment, c'est une béquille. C'est un soigner. Absolument. Ouais. 100% des addictions sont forcément accompagnées d'autres problèmes, Fabrice Epou ou Laurence Rézillo, c'est-à-dire des dépressions, d'autres choses comme ça. C'est un peu compliqué parce que ce qui se dit quand même, c'est que c'est toujours accompagné, mais on ne sait pas qui de la poule a pondu l'œuf. Et on dit, mais c'est compliqué, on dit qu'il faut arrêter l'addiction pour faire un diagnostic psychiatrique derrière. Parce qu'effectivement, regardez, il y a une maladie qui s'appelle la bipolarité. Quand on interroge les gens, la bipolarité est quelque chose, une dépression récurrente, qui est une vraie maladie. Et quand on interroge les gens, on s'aperçoit que dans leurs antécédents familiaux, il y a souvent des alcooliques, des toxicomanes. Et donc, par exemple, ça, on sait qu'il y a un lien entre la bipolarité et la toxicomanie. Alors, est-ce qu'il y a des personnalités qui sont plus disposées, plus préposées, plus vulnérables à l'addiction? Est-ce qu'il y a des profils types, on va dire, d'addicts? Il faut être très très prudent là-dessus parce que tout ce qui est typologie, c'est toujours très très compliqué. Vous avez quand même des cas qui reviennent, vous arrivez à trouver des points communs peut-être? Oui, alors, on peut en trouver un certain nombre, bien sûr. Moi, je dirais que très souvent, un premier truc, c'est un peu basique, mais c'est l'addiction, ça prend de la place dans la vie de quelqu'un.
ça prend énormément de place, quelle que soit l'addiction. D'ailleurs, c'est ça qui l'a défini, c'est que ça prend beaucoup de place. Hein. Laurence parlait tout à l'heure de gens qui vont faire un footing, puis aller à la piscine, puis machin. Boire beaucoup, ça va prendre de la place dans la vie, ça va changer les relations, ça va faire le vide autour de soi. Ou consommer une drogue, il va falloir se procurer de l'argent, etc. Donc, oui, je vais faire plus court. Donc, ça prend énormément de place, et je dirais que si ça prend autant de place dans la vie de quelqu'un, c'est sans doute qu'il y a une place à prendre. C'est-à-dire que là, du coup, on va commencer à pouvoir parler de vie. Après, il y a aussi ce qui a été dit sur la génétique, ça c'est pas mon domaine, mais je pense que ça joue aussi. Mais il y a ce sentiment de vide, ce sentiment d'incomplétude qu'on peut trouver. Je me rappelle d'une adolescente extrêmement brillante qui fumait beaucoup de cannabis et qui avait des super notes à l'école, parce qu'elle était très très brillante, et qui était persuadée que c'était grâce au cannabis. Ce qui est une absurdité, bien sûr. Le cannabis, ça ne rend pas intelligent. Ne faites pas fumer du cannabis à vos enfants pour qu'ils aient le bac. Ça ne rend pas intelligent. C'est même plutôt le contraire. Sauf que cette jeune était persuadée que sans le cannabis, elle ne valait rien. Et là, c'est la béquille. Et à la fois, c'est la béquille, et à la fois, quand la dépendance est vraiment installée, toute la vie de l'individu tourne autour du produit ou du comportement. C'est toute la vie qui s'organise autour. Alors, on le voit avec l'héroïne où, je sais pas, ils font des gaffes, on n'en sait rien. Ils ont des comportements pour se procurer de l'argent, etc. Mais regardez... On peut le dire pour tous les comportements, hein, parce qu'on est sur on peut parler des jeux et tout ça. J'allais venir, par exemple, sur la cigarette. Hein, la cigarette, on n'a pas de tabac dimanche à 9h, et ben on va à la gare, on fait des kilomètres, enfin, voilà. Et donc, il y a quand même maintenant un socle commun à toutes ces substances, toutes ces addictions. Hein, c'est la dépendance qui s'installe, quel que soit le produit. Voilà. On parlait de la génétique tout à l'heure, c'est étonnant. Donc, c'est quoi le pourcentage? Je sais pas. De façon claire, je sais pas. Il y a eu ça a été démontré avec l'alcool. On sait qu'il y a des gens qui métabolisent l'alcool de façon différente. Hein. Métabolisme est dégradé. Il y a eu des études sur avec par exemple des mères ou des pères alcooliques, hein, avec donc naissance de jumeaux. Les jumeaux sont placés dans des familles différentes, etc. On sait maintenant qu'il y a quand même une composante génétique. Et c'est vrai que moi, quand je prescris des substances style Lexomil, style Nox, j'ai quand même deux types de populations. Il y a ceux qui disent « Ah non, j'en veux pas, je vais devenir dépendant ». Et puis il y a ceux qui ne me le disent pas et que je me pose quand même un petit peu la question. Il faut quand même savoir que il y a des supports neuronaux derrière tout ça, des supports neuroanatomiques avec des médiateurs, les neurones, ces derniers temps, il y a des nouveaux appareils, on fait des IRM fonctionnels, c'est-à-dire qu'on mesure des activités, on arrive à mesurer des activités au niveau des cerveaux, et tout ça c'est quand même quelque chose d'organique, quoi. Hein. Il y a des choses qui sécrètent, et j'en viens donc à quelque chose, c'est que ces neurones, une fois qu'on essaie de sevrer de la substance, ces neurones, ces circuits neuronaux souffrent. Et ces circuits neuronaux, une fois sevrés de la substance, ils se rappellent. C'est-à-dire qu'on reste toujours un ancien addict, un ancien alcoolique, un ancien dépendant au tabac, et qu'on reprend la substance et tac, les neurones se réactivent. Alors, on ne va pas parler de la prévention tout de suite, hein, mais avant que Tony ne témoigne, vous avez parlé des adolescents. Est-ce que l'adolescence, c'est quand même très souvent, on ne va pas dire toujours, parce que je pense qu'on ne peut pas faire une généralité comme ça, la source des addictions, Fabrice? Je ne dirais pas ça comme ça, c'est pas la source. Pour moi, c'est pas la source. Dans ma vision des choses, on est dans un domaine où on n'a pas énormément de certitudes non plus. Hein. Il y a des certitudes scientifiques qui viennent d'être nommées, mais il y a aussi plein d'autres domaines où... C'est un bon terreau, alors. Alors, pour moi, c'est pas la source. Par contre,
ce qu'on voit, c'est que ça se construit à l'adolescence. Ça se construit à l'adolescence. Mais, c'est-à-dire que grosso modo, si vous arrivez à sortir de l'adolescence en n'ayant pas de comportement addictif prononcé, allez, on va dire que vous avez de grandes chances de traverser votre vie sans trop de problèmes de ce côté-là. Je dis bien sans comportement addictif prononcé. Hein, parce que, effectivement, si pendant l'adolescence on a commencé à prendre des cuites tous les samedis, ça c'est ce que j'appelle un comportement addictif prononcé. Donc vraiment ça se cristallise au moment de l'adolescence, ce qui est normal puisque c'est le moment où, je vous parlais tout à l'heure de fragilité, et c'est le moment où on va quitter la protection parentale. C'est ça qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que je vais devoir être tout seul, je n'ai plus papa et maman pour me protéger et pour faire face au monde. Et là, du coup, le recours à la béquille devient peut-être un peu plus attractif qu'avant. Mais pour moi, ça se prépare bien avant, puisqu'on parlait tout à l'heure de comment quelqu'un va se sentir confiant, par exemple, confiance en soi. C'est pas quelque chose... Ça, sans parler de prévention, quand même un petit peu quand même, quand on aide des enfants, mais dès le plus jeune âge, à avoir confiance en eux-mêmes, je pense qu'on fait une excellente prévention, par exemple. Ça commence bien avant l'adolescence. Les adolescents, vous constatez effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui partent de là, vous, Hervé Bastien. Disons qu'ils sont en contact assez facilement avec les produits, puisque ça circule partout. Hein. Mais que ce soit licite ou illicite, on voit bien avec sa manière maintenant, avec les moyens informatiques, avec Internet, avec des magasins qui permettent de faire des cultures en indoor. Hein. On voit bien qu'à tout moment, l'adolescent va être en contact plus ou moins près avec ces produits. De là à dire qu'après, ils vont être tous addicts, c'est là est faux. Hein. Donc, comme a dit Laurence et Fabrice, c'est qu'il arrive un moment, c'est selon ce qu'ils ont vécu et comment il y a une partie d'éducation aussi qui se fait. Et à partir de là, avec la connaissance de certains produits, peut-être ils passeront cette période d'expérimentation, parce que cette période d'expérimentation, pour certains, c'est une recherche de limites aussi, qui va permettre aussi de se construire dans un monde d'adultes. Il faut savoir que les adolescents, ce sont des jeunes adultes qui sont en pleine construction. Et donc ils se recherchent, et comment se rechercher, comment se former, comment se construire, et c'est en s'imposant des limites. Alors bien souvent dans l'éducation, malheureusement, on enlève certaines limites. Et on ne laisse plus peut-être aussi ces limites se faire quand ils sont plus jeunes. Par exemple, je prends l'exemple banal, de monter un arbre. Bien souvent on entend un des parents, non, tu vas te casser. La peur, leur montrer que la peur, cette peur, ils doivent la connaître dès le plus jeune âge pour justement, peut-être par la suite, ne pas la rechercher dans d'autres produits. Voilà. Entre autres. Moi, je suis parfaitement d'accord. Effectivement, armer son enfant, ça commence avant l'adolescence. Non, pas sur la prévention tout de suite. Oui, non, mais c'est le sentiment sur les constats que vous faites en tout cas. L'adolescence, c'est une période à risque parce qu'il y a plein d'hormones qui vous déboulent là dans le cerveau et les ados, ils ne comprennent pas grand-chose, ils voient leur corps changer, ils ne comprennent pas très bien. Et donc, c'est un moment de malaise intérieur et donc on en revient à ma définition. Alors, le témoignage de Tony va finalement résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire et va nous amener un peu sur la suite, sur la guérison et la prévention. Alors, Tony, ça a commencé, donc vous disiez en 97. 97. Vers 97, ouais. Ça a bien commencé avant, puisque je viens du nord de la France, du Pas-de-Calais, bien sûr. Et bon, moi, ça a commencé les dimanches, avec le grand-père, la grand-mère et tout. Et je finissais les verres, on me faisait goûter le dimanche, parce que c'était vers 7-8 ans. Je consommais un petit verre de bière, un petit verre de vin. On vous le proposait. Oui, bien sûr, ouais. C'était dans la coutume. Voilà, bon, c'était pas méchant, ça faisait pas rire, mais c'était comme ça. Pour, tu veux devenir un homme, bois, goûte. Voilà, c'était des petits. C'était pas des grands verres, c'était des fonds de verre. Voilà. Après, est-ce que c'est ça qui a engendré mes problèmes d'alcool? Je peux pas vous dire. Fabrice Eppo, c'est quand même un terreau
C'est-à-dire que, moi j'aime bien ce que vient de dire Tony, c'est intéressant parce que vous avez raison, personne ne peut dire que c'est de là que ça vient. C'est-à-dire que moi, dans mon expérience, j'ai jamais trouvé une raison. Parfois, les parents viennent me dire, mais il doit y avoir une raison. Il n'y en a pas une, il y en a des dizaines, des centaines. C'est un faisceau de choses. Moi, ce qui me touche dans ce que vous venez de raconter, ça va avec les constats que je peux faire dans les familles que j'accompagne depuis 20 ans. Il y a une ligne, je trouve, une constante. Ce sont des enfants qui ne sont pas à leur place. C'est-à-dire des enfants que les adultes laissent prendre ou font prendre une place qui n'est pas la leur. Alors, c'est un peu l'exemple des fonds de verre là, que vous racontez. Là, c'est très direct, mais des fois, ça va jouer à d'autres niveaux, c'est-à-dire l'enfant qui va prendre une place dans le conflit parental, l'enfant qui va être trop proche d'un parent, ou trop loin, et parfois trop proche de l'un et trop loin de l'autre. Voilà. C'est toujours... Alors moi, je trouvais intéressant de repartir là-dessus, parce qu'en prévention, je pense qu'en tant que parent, ça peut être très important de veiller à ne pas mettre les enfants à n'importe quelle place. C'est-à-dire que les enfants et les adultes, c'est pas pareil, et des enfants, c'est pas des adultes miniatures. Et là, je peux me permettre, on vous a traité un peu comme un adulte miniature à ce moment-là. Et c'est très important de faire cette différence. Vous avez commencé ensuite à l'âge adulte à boire, parce que votre travail vous stressait, parce que vous avez des problèmes familiaux, parce que c'était dans quel cadre finalement? Qu'est-ce qui était le déclencheur? Oui, bien sûr. Le déclencheur, c'est que ça a commencé déjà à l'armée. Enfin, je prenais des petites cuites, mais vraiment les week-ends, les jours de repos, les jours que je revenais de l'armée, les jours. Voilà. Mais c'était pas m'enivrer jusqu'à être à quatre pattes, tout ça. C'était vraiment, c'était festif avec les retrouvailles, la famille, les copains, tout ça. Ensuite, ça a commencé quand je suis rentré dans la police. Et puis là, c'était pas de la peur, c'est que j'étais mieux dans ma peau. Une fois que j'avais consommé de l'alcool, j'étais, pour certaines... Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis au travail. Je m'alcoolisais pas au travail, c'était surtout le soir, après le travail. Les retrouvailles avec les copains, au café ou en dehors. Est-ce que seul vous consommiez aussi de l'alcool à la journée pour vous rassurer? Oui, bien sûr, ça m'est arrivé, oui, bien sûr. Pour me sentir plus fort, sûr de moi. Et puis ça m'a aidé, la com m'a extrêmement aidé dans certaines situations. De stress, mais même pour aborder des gens, pour, comme on dit tout à l'heure, en sortie, en boîte, pour trouver des potes, c'est convivial, l'alcool est convivial. Une fois qu'on a consommé, on se sent c'est plus facile d'approcher certaines personnes, alors qu'à jeun, j'aurais peut-être pas osé ou pas ces personnes-là. Voilà. Vous avez conscience que vous buviez trop, selon une certaine norme ou pas? Pas pour moi. Pas pour vous. Pas pour moi. Jamais pendant les 10 ans? Si, ça m'était à la fin, quand j'ai décidé, bien sûr. Les gens autour de vous disaient? Ah oui. J'ai eu des potes, des amis, la famille aussi, qui m'ont dit plusieurs fois, je pense que tu as un problème, ralentis ou arrête, essaie de... Et puis voilà, on est dans notre monde. Enfin, moi, je parle pour moi, je parle pas pour une généralité, mais j'étais dans mon monde et moi, je me sentais bien comme ça. J'étais fort, il y a plein de choses qui rentrent en compte quand on est sous l'effet de l'alcool. Qu'est-ce qui vous poussait le plus finalement? Votre famille, vos collègues? Qui aurait pu avoir de l'influence? Personne. Au départ, personne. J'étais pas malade, j'avais pas de problème. Justement, c'est celui qui buvait pas qui avait un problème. Justement, on se faisait des petites réflexions en disant mais c'est lui qui a un souci, puisque lui ne consomme pas d'alcool, c'est nous. Nous sommes normaux, on est dans un groupe, on est tous ensemble, lui il est à l'écart. Voilà, j'ai eu des réflexions effectivement de la famille, de ma première femme, puisque j'étais divorcé la première fois. C'était de... Vous menaçait de partir Oui, c'est ce qu'elle a fait par la suite. Mais, Et ça n'a pas été pour vous une étape? Non. Elle était, pour moi, mon ressenti, c'est qu'elle n'avait pas assez de... Personnalité.
personnalité, elle aurait dû me pousser un peu plus, me menacer, ou partir, et puis ça m'aurait peut-être fait un déclic, j'aurais eu le déclic, mais rien. Et à mon avis, maintenant avec le recul, c'est que j'étais tellement... j'étais méchant parce que dès que je rentrais le soir, j'étais obligé de trouver une excuse pour pouvoir reconsommer. Alors c'était soit des réflexions, soit des... ça n'allait pas jusqu'aux mains, hein, mais c'était verbal, et il y a des moments c'était super dur. C'est parce que vous qui cherchiez en fait. Voilà, je cherchais pour pouvoir sortir, pour pouvoir m'évader, pour pouvoir encore consommer avec... Trouver une justification avec voilà. consommation. C'était sur ce qu'elle avait préparé à manger. Chaque excuse était bonne à prendre pour pouvoir m'évader, pour pouvoir continuer à m'alcooliser tranquille. Voilà, et puis la laisser dans son coin. Je fais juste une parenthèse avant de te dire son témoignage. Fabrice, c'est intéressant, c'est de dire, tu disais, c'est pas moi qui avais un problème, c'était les autres. C'est-à-dire qu'on est sourd quand on est addict en fait. Je sais pas si en tout cas, on est sourd à ce qu'on entendait, à ce que disent les autres. Ça, c'est vraiment un des ressorts essentiels de ce qu'on appelle le déni. Hein. Si j'accepte l'idée que j'ai un problème, il va falloir que je le règle. Et je ne m'en sens pas forcément la force. C'est un peu ça le souci d'ailleurs. Hein. Et que ce que je trouve intéressant dans ce que dit Tony, merci, on voit bien le processus. C'est-à-dire que là où vous avez arrêté le processus, on sent que Tony n'est plus tout à fait à l'aise avec ce qu'il est en train de faire. Il n'est plus tout à fait heureux de boire. Hein, mais ce qui lui fait des excuses pour boire. Hein. C'est ce moment où c'est ce qu'on appelle la distorsion cognitive, c'est-à-dire que la personne fait quelque chose, elle sent bien que c'est pas une bonne chose, elle est en désaccord en partie avec ça, mais quand même ne peut pas faire autrement, elle n'arrive pas à faire autrement, elle s'invente tout un tas de bonnes raisons. Et donc c'est là où je trouve ça intéressant, c'est parce que du coup je crois qu'un des enjeux majeurs, et ce qui est intéressant c'est que Tony a trouvé la force, après il va nous le raconter plus tard, de se confronter à ça. Il a trouvé la force, mais qu'un des enjeux majeurs du déni, c'est souvent de dire, si j'accepte que j'ai un problème, il va falloir que je le règle et je ne m'en sens pas forcément capable. Et donc c'est bien plus... Le premier réflexe, qui est un réflexe humain, et j'aurais le même vraisemblablement, c'est de considérer que j'ai pas de problème. Mais du coup, ce sont les autres qui en ont. Je trouve que c'est... Vous aviez conscience de vous faire du mal et de faire du mal ? Comme je disais tout à l'heure, pour moi, au départ, l'alcool, c'était pas mal. Hein. Au contraire, c'était... Mais que vous puissiez faire du mal aux autres ? Ah oui, bien sûr. Ouais. Bah oui, parce que quand j'étais alcoolisé, ensuite, le lendemain, je réfléchissais, une fois que j'étais à jeun, que j'avais récupéré, je me disais, qu'est-ce que j'ai pu faire hier soir encore ? Est-ce que j'avais fait du mal à ma femme, à mes enfants, ou à mes parents, ou des copains, hein, même en soirée, hein, parce que... J'ai eu la période où j'étais le Tony gentil, quand je m'alcoolisais, c'était à celui qui était le premier complètement pété, quoi. Je veux dire, complètement alcoolisé. Hein. Et ensuite, j'ai eu une autre période où là, je commençais à être méchant. Dans les paroles, je suis allé jusqu'à la bagarre, hein, même avec des gens pour un simple regard. En boîte de nuit, j'ai été expulsé plusieurs fois parce que justement, j'avais l'alcool méchant, du coup, après. Ça a commencé par... Mais au départ, tout allait bien. Hein. Ces remords dont vous parlez finalement le matin que vous pouviez avoir, est-ce qu'ils se transformaient immédiatement en bonne résolution ? Oui. Et par des promesses aussi. Par des promesses, j'ai essayé de faire une approche en disant... pour savoir ce que j'avais fait déjà, ce que j'avais pu faire comme... le mal que j'avais pu faire, en parole, hein, toujours en parole, avec mon ex-femme. Hein. Il n'y a jamais eu de coup, il n'y a jamais eu de... Mais en parole, ça a été, j'ai essayé d'approcher le terrain, quoi. Voilà, de tâter le terrain, et puis je me rendais compte qu'elle me claquait tout ce que j'avais pu lui dire en parole et tout, et là, c'était dur, hein, c'était dur pour elle, et puis moi aussi à entendre, parce que je dis, c'est pas possible, je suis pas comme ça, c'est impossible. Soit elle raconte des bêtises, soit elle amplifie la chose. C'était pas possible pour moi de réagir comme ça avec ma femme. Quand il commence effectivement, là on est dans une phase d'approche, effectivement, pas de la guérison, mais en tout cas de la prise de conscience, là. On se rapproche de plus en plus. Oui, on sent des remords, du mal qu'on fait autour de soi. C'est un premier pas, c'est-à-dire commencer à dire... Première reprise de contrôle, vous diriez ?
Non, on n'en est pas encore là, Pas mais encore. à se dire, il faudrait que je fasse quelque chose, j'ai un problème, quoi. Mhm. C'est un premier pas essentiel. Ouais, ouais. Ça passe forcément par là, de toute façon. On l'a dans ses yeux. C'est une trajectoire typique. Mais effectivement, le premier pas vers la guérison, c'est la prise de conscience des choses qui se fait de façon progressive et douloureuse. Oui. Et dans le témoignage de Tony qui est vraiment bien, parce que si on peut revenir un petit peu sur, on a cherché tout à l'heure à définir l'addiction. On voit bien donc par rapport au témoignage de Tony, c'est une personne qui vient de province, qui a été complètement délocalisée, qui a dû chercher s'expatrier sur Paris pour travailler. Et on voit bien déjà là, il y a quelque part un terreau, qui peut être un terreau, parce que c'est toujours... donc après son service, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que il peut y avoir aussi dans l'addiction la satisfaction, dans la recherche dans l'idée positive aussi de boire, et pas forcément dans le côté négatif de boire. Bien souvent on oublie ça. Et donc là on voyait bien de rechercher un plaisir, parce que quand on boit, c'est un plaisir. On ne boit pas pour se détruire au départ. Au départ, je dis bien au départ. Par la suite, dans son témoignage, on voit également, dit Fabrice, le déni. Et à partir de là, même si son entourage a pris conscience, parce que là, elle le voit, l'addiction, puisqu'elle le vit aussi. Alors au départ, il y a le déni. Elle va protéger la personne qui consomme en cachant les bouteilles, en essayant, en disant maintenant de minimiser aussi les faits, et aussi parce qu'il y a aussi le regard de la société par rapport à ça. Il y a tout l'entourage qui va dire regarde, ton mari, voilà, il est dans une situation assez particulière, il est en difficulté, et donc elle se sent mal aussi, la conjointe ou le conjoint. Et après, donc, il y a aussi le fait aussi que la prise de conscience, elle ne vient finalement que de la personne elle-même. Alors suite, après, différentes manières, que ce soit une manière par rapport à la justice, par rapport à un accident, que ce soit au niveau de la route. Alors je vous laisse. J'en ai parlé d'accident, ça tombe bien, parce que finalement, c'est un accident qui a été pour vous le déclencheur. C'est ça. Je devais aller chercher mon fils, on avait eu la garde alternée puisque ma femme avait demandé le divorce. Et ce jour-là, je m'étais alcoolisé. Et elle n'a pas voulu me le donner, ce qui est logique, puisque j'étais véhiculé. Et, pour elle, c'était impossible. Il avait 3 ans, c'était pas. Du coup, elle a refusé. Et là, j'ai vu le petit, pareil, il voulait pas venir, qui pleurait et tout. Du coup, la première chose que j'ai faite, c'est aller dans un troquet, un café. Et puis là, je me suis encore alcoolisé. Et puis là, j'ai pris le volant. Et puis j'ai l'effet tunnel, j'ai roulé, j'ai dû avoir plus de 2 grammes, je pense, parce que j'ai pas de... Et puis j'ai eu un accident, et là j'ai fait plus de 30 tonneaux. Et les pompiers sont venus, les gendarmes sont venus, et là il y avait le siège bébé derrière. Bon, moi j'avais des éclats de verre partout, puisque toutes les vitres ont éclaté. Et la première chose que le pompier m'a dit, quand il a vu le siège bébé, elle m'a dit s'il y avait un bébé, j'ai dit non, j'en ai pas. Il m'a dit tant mieux, parce qu'il serait mort. Voilà, il serait décédé, vu les tonneaux, vu le siège, comment il était éclaté et tout, quoi. Et du coup, boum, ça m'a... Cette parole Voilà. Ouais. J'ai eu le déclic, j'ai eu le... Pour moi aussi, ça a été... je m'en suis... tout de suite. Dès le soir même, avec les éclats de verre, je suis allé me faire soigner et tout, parce que... voilà, boum, j'ai eu le déclic, et je me suis dit, je ne toucherai plus jamais à l'alcool. Plus jamais. Et voilà, ça s'est passé en 2004. Fin 2004, ouais. Vous nous dites que le soir de cet accident, le lendemain, en tout cas, vous n'avez plus dit. J'ai plus touché une goutte d'alcool. Mais bon, je me suis fait soigner aussi. Bien sûr, on va y j'ai venir. une aide, bien sûr. Mais qui vous a... Parce qu'on vous a dit, mais tu peux pas t'arrêter tout seul, il faut de toute façon que tu te fasses soigner. Ouais. J'ai eu beaucoup de problèmes avec la justice. Et puis, parce que nous, il faut savoir qu'en étant fonctionnaire de police, nous sommes soumis à la justice française. Plus, nous n'avons pas une double peine, nous sommes jugés aussi par la hiérarchie, en commission de discipline qui existe chez nous. Du coup, je suis passé au tribunal civil, j'ai eu comme une personne lambda, plus les ennuis ensuite par la police, quoi, par le ministère de l'Intérieur. Voilà. Et du coup, j'ai eu quand même une garde à vue, j'ai effectué la garde à vue comme tout le monde. J'ai eu...
Voilà. Et par le biais de la NAS, j'ai été contacté, puisque un collègue qui est en difficulté, ça se sait vite, garde à vue, problème d'alcool. On m'a proposé, un collègue qui s'est déplacé, qui est venu me voir, qui m'a dit, écoute, faut te faire soigner. Tu es d'accord? J'ai dit oui, pas de souci. De toute façon, dans ma tête, c'était clair. Avec le pompier, ce qui m'avait... j'avais eu le déclic. Et du coup, je suis parti à un établissement de santé que la police possède près de Tours, qui s'appelle le Liège. Je suis allé en post-cure pendant 2 mois. On vous a encouragé, de votre entourage vous encourageait à ce moment-là aussi? Ah oui. On a un peu... De toute façon, avec ma nouvelle épouse, c'est pareil que j'avais rencontré. Elle m'a pas connu... elle m'a connu 2 ou 3 fois avec les problèmes d'alcool, mais elle qui a un fort caractère, pas comme ma première épouse, a mis un veto, m'a poussé vraiment à me faire soigner, sinon elle s'en allait avec les enfants, elle s'en allait... Mais là, ça marchait plus, les menaces ont plus fonctionné, Ouais, parce que vous étiez dans la ouais. prise de conscience. Mais là j'étais passé vraiment dans la prise de conscience. Voilà. Là j'avais eu le déclic déjà à ce moment-là. Dans ma tête, c'était j'allais me faire soigner. Voilà. Et c'est là que j'ai rencontré psychologue, psychiatre, dans l'établissement de santé, ça aide, ça m'a beaucoup aidé. Oui, je voulais juste revenir sur le déclic, parce que le déclic c'est important, mais pour moi, le déclic il fonctionne parce que le terrain il a été préparé. C'est-à-dire que je pense que c'est très important pour les gens qui sont là et qui peut-être sont confrontés à des problèmes comme ça. Avant, il y a déjà des amis, votre première femme, votre seconde, qui vous avait dit un certain nombre de choses dont vous ne teniez pas complètement compte, pas complètement en tout cas, mais que vous aviez forcément enregistré. Ça c'est très important parce qu'il ne faut pas attendre de faire 3 tonneaux pour que les choses changent. Ça veut surtout dire que pour l'entourage, il ne faut pas arrêter de dire que c'est pas bien. Oui, en tout cas, ou qu'on s'inquiète. Ça me paraît très très important parce que, bien sûr, il y a le déclic de l'accident, si vous me permettez, mais je crois que ce qui fait que le déclic est d'autant plus efficace, c'est que déjà d'autres gens vous avez dit, mais là il y a un souci, et que vous aviez commencé à y réfléchir. Aussi grâce à ces gens, je le dis pour les gens qui nous écoutent. Mais c'est intéressant parce qu'on peut t'amener à baisser les bras quand tu es dans l'entourage. C'est un des risques, effectivement, de baisser les bras. Mais il ne faut pas baisser les bras. Mais il ne faut pas baisser les bras. Alors, c'est pas non plus de rabâcher, parce que parfois, je vois des parents, évidemment très bien intentionnés, mais qui vont répéter matin, midi et soir à leur adolescent, il faut que tu arrêtes avec ton chic. Ce rabâchage va finir par être contre-productif au bout d'un moment. Donc, c'est pas être dans le rabâchage, mais c'est comme vous disiez, des amis ou des collègues qui ont commencé à dire, mais t'es sûr que tu n'as pas un problème là? Alors, bien sûr, sur le moment, vous dites non, mais ça reste. Et ça, c'est une constante chez toutes les personnes qui finissent par venir en soins, c'est toujours de dire, mais il y a un déclic qui est souvent lié à quelque chose d'assez spectaculaire, c'est pas toujours un accident, mais qui peut être lié à des trucs. Mais on sent bien qu'avant, il y avait déjà quelque chose qui était en marche, sans quoi le déclic ne marcherait pas. Non, c'est vrai ce que vous dites, parce que j'ai oublié de dire aussi que j'ai eu la période de honte aussi. Parce que du coup, avec ma nouvelle femme, on n'était plus invité chez ses amis à elle, chez ses amis et tout, par honte, par peur que ce soit un scandale, que je m'alcoolise. Et puis elle, pareil, elle a montré son mari alcoolisé et tout pendant un repas, c'est pas terrible. Les enfants, pareil, je voulais conduire, je voulais reprendre le volant à chaque fois, c'était source à chaque fois une polémique entre nous, et de disputes et puis je vous dis, après il y avait la honte, quoi, parce que je me disais, mais pourquoi on n'est plus invité, c'est bizarre. Je commençais à... Oui, c'est vrai qu'il y avait déjà l'avant, je me disais, c'est quand même bizarre qu'on soit plus invité, qu'il n'y ait plus... C'est vrai. Moi, je trouve ça intéressant, votre témoignage, et je dirais, moi, ça m'évoque, en médecine générale, quand je vois un nouveau patient, je me renseigne toujours sur ses consommations. Est-ce qu'il fume, est-ce qu'il met des herbes dans son tabac, et pour l'alcool, j'ai 2 questions. C'est est-ce que vous avez déjà eu un accident ou une altercation où l'alcool était en cause, et est-ce que vous avez déjà eu des réflexions de votre entourage quant à votre consommation alcoolique? Et j'ai souvent vu aussi des gens dont le déclic c'était les enfants. L'enfant est c'est quelque chose dans le déclic sur une consommation addictive, alors d'alcool ou autre. Donc ça c'est très intéressant.
Je crois qu'il faut y croire. Je me souviens comment je suis arrivée comment je me suis intéressée aux addictions. C'était au mois d'août, j'ai reçu un patient, j'avais le temps, et il m'a dit j'en peux plus, j'ai divorcé, voilà, je picole à mon boulot, ça va plus, etc. J'ai pris le temps de l'écouter, et donc ce monsieur que j'ai suivi de cure, en tentative de suicide, enfin, etc., etc. Et aujourd'hui sevré comme Tony, et depuis longtemps. Et à la fin de ces 2 ans, là, quand vraiment il a été abstinent, je lui dis mais enfin, qu'est-ce qui fait qu'entre nous, ça a marché, que j'ai pu vous aider? Et il m'a dit, docteur, c'est parce que vous y avez toujours cru. Donc pas d'attaque frontale, vous direz, c'est faux. L'attaque frontale, ça marche pas. Faut jamais dire jamais. C'est pas ce que vous conseillez à l'entourage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parfois, le problème, c'est que ça prend tellement de place qu'on ne voit même plus la personne. Et ça, du coup, ça devient embêtant. Parce que ce qui peut aider, ce qui a pu aider Tony, c'est Tony. C'est-à-dire que c'est Tony lui-même. C'est pas l'alcool de Tony. Mais peut-être à un moment donné, un des risques, c'est que l'alcool prenne tellement de place qu'on ne parle plus que de ça. Et qu'on réduise la personne à son comportement. Vous voyez ce que je veux dire? À l'étiquette qu'il a sur le dos. Et du coup, ça, effectivement, au bout d'un moment, ça va devenir un petit peu redondant, et ça risque d'obtenir les effets inverses. Et puis c'est vrai que moi je mettrais une différence aussi entre ce qui se passe entre adultes, ce qui se passe avec des parents et un adolescent. C'est-à-dire que si la consommation devient un enjeu de la relation entre un parent et un adolescent, par exemple, ça c'est relativement dangereux. Parce qu'avec les meilleures intentions du monde, on peut faire monter les enchères. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'il est très important que les parents disent, et parfois redisent, qu'ils sont en désaccord avec les consommations de leur enfant. Ça c'est très très important. Mais il ne s'agit pas que ça devienne le seul sujet de conversation. Moi je vois des familles où ça devient le seul sujet de conversation. C'est-à-dire qu'on ne parle jamais du jeune lui-même, mais de ce qu'il consomme ou de ce qu'il ne consomme pas. Et que ça, par contre, c'est un des risques, c'est que ça devienne presque une façon, si vous voulez, l'adolescence, c'est quand même un moment où, tout à l'heure, Laurence parlait de contrôle. La question du contrôle, c'est fondamental dans les addictions, c'est-à-dire qui contrôle quoi ou qui contrôle qui. Et un adolescent, son truc, c'est de dire, c'est moi qui contrôle ma vie, hein, on est bien d'accord, hein, c'est comme moi, vous savez à qui vous avez affaire. Okay. Et du coup, vous voyez bien ce qui se passe, c'est-à-dire que si les parents font des tonnes sur le fait tu ne consommeras pas. Si le jeune y voit le moyen de bien démontrer que c'est lui qui maîtrise la situation et qui contrôle, ce qui était au départ quelque chose qui était posé pour être protecteur devient au contraire incitateur. C'est-à-dire, pour avoir raison, je vais aller justement là où vous maîtrisez. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout laisser faire ou tout laisser passer. Mais vous voyez comment c'est complexe. Hein. C'est-à-dire qu'il faut nommer son désaccord sans en faire un enjeu. Mais c'est important que les parents disent bien qu'ils ne sont pas d'accord, mais qu'ils puissent aussi parler d'autre chose avec leur adolescent. Et après, moi, je transposerai à la situation d'adulte. C'est vrai que dans une relation de couple, quand le toxique devient dévorant et complètement bloque complètement la communication, je crois qu'il est important de recourir à un professionnel de santé et de sortir de cette communication pourrie. Je confirme ce que vous venez de dire complètement, puisqu'il arrive un moment où il y a une rupture de communication. C'est-à-dire que le sujet principal va être celui qui est complètement dépendant. Mais ce qu'on oublie bien souvent, c'est que les communications vont aller converger vers la personne qui est addictée. Et donc du coup, ceux qui sont autour, la famille, ne vont plus communiquer ensemble. Et donc on sait prendre aussi la personne qui est en difficulté face à un produit ou un comportement addictif. Mais par contre, après, les personnes n'ont plus cette communication entre elles.
Donc c'est pour ça que l'intervention d'un professionnel va permettre de rétablir une communication familiale, entre guillemets, normale. Voilà. Et puis alors, Tony a parlé de quelque chose d'intéressant dans l'alcool, c'est la honte. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très présent avec ce toxique. Je crois qu'il est important d'ouvrir un espace de parole où on sorte du toxique, de la honte et de tout ce qui tourne autour de ça, pour finalement parler d'autre chose. Et moi, souvent, quand j'ai des patients addicts en face de moi, et ben on parle de tout sauf du produit. Et petit à petit, on viendra à reparler du produit. Socialement, le plus grand danger de l'addiction, c'est quand même la solitude. Oui, après ça dépend en quelle forme prend l'addiction. Effectivement, mais, par exemple, Tony l'explique très bien, c'est-à-dire que le réseau social se réduit puisque la famille va se protéger de cette honte, de cette mauvaise image, et du coup, voilà, ça se réduit, on n'est plus invité, ou quand on est invité, on décline poliment. Tony a eu la chance d'être dans un milieu professionnel qui a su réagir, en tout cas, il n'a pas exclu, mais dans d'autres milieux, ça se passe beaucoup plus difficilement que ça. Oui, c'est-à-dire que dans l'addiction, le problème, c'est que ça coupe toujours la personne. C'est très étonnant. C'est-à-dire, dans une famille, moi je le vois dans les familles, c'est-à-dire en même temps, la personne qui est addicte, elle est au centre de tout. Mais en même temps, elle est complètement seule. C'est-à-dire qu'elle est au centre de tout, mais elle est inaccessible. N'importe qui d'entre nous ici qui a fait l'expérience d'être à jeun et d'essayer d'entrer en communication avec quelqu'un qui ne l'est pas, se rappelle combien ça peut être très compliqué cette affaire. D'accord. Et ben, ça va être pareil. L'anorexie, au moment des repas de famille, au moment des repas, c'est souvent là où les familles se réunissent. Elle est là, elle est au centre de tout, et en même temps, elle est complètement inaccessible. C'est-à-dire, et on est dans l'idée, il faudrait que tu manges, oui, mais non, je ne veux pas manger, je suis trop grosse, etc. etc. Et ça, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que à la fois la personne est au centre de tout, et en même temps, elle est complètement isolée. Elle est complètement isolée, et souvent, elle se sent très, 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 très seule. Il y a la honte, il y a un tas d'enjeux, et la personne se coupe. Oui, merci. Moi, je voudrais rebondir sur le problème de la solitude. Je crois qu'il faut, à un moment, quand on est dépendant, la prise en charge est pluridisciplinaire. Et il y a les médecins, il y a les psychiatres, il y a les assistantes sociales, il y a les associations, les alcooliques anonymes, il y en a d'autres. Moi, je ne les connais pas toutes. Où justement, la personne qui est addicte s'aperçoit que elle n'est pas toute seule. Ça, c'est, moi, voilà, il ne faut pas hésiter à taper partout, quoi. Alors, j'ajouterais que ça fonctionne aussi pour les familles. C'est-à-dire des groupes il y a des endroits où on a développé des choses, des groupes de parole. Moi, je participe beaucoup à ce genre de travail. Et c'est vrai qu'une des choses que me disent les familles, encore mardi soir, j'animais quelques collègues une séance, et il y avait une nouvelle famille, et la maman de la famille dit « Ah, je me rends compte qu'on n'est pas tout seul. » Mais oui. Qu'il y a d'autres familles qui sont en train de se dépatouiller avec ça. Et ça c'est vraiment essentiel, parce qu'effectivement, ça commence à couper, à cloisonner. Essentiel. Oui, effectivement, ce groupe de parole, on en anime donc, au niveau de la NAS, puisque c'est important pour les personnes d'avoir de nouveaux repères et de ne pas s'en sortir seul et être compris par d'autres, et avoir une image aussi en miroir, de voir je suis à telle étape de ma vie, de reconstruction, et de voir d'autres personnes qui vont raconter leur histoire également, et de voir qui ont réussi à revenir à une vie plus sereine. Voilà. Laurence Rézio parlait de pluridisciplinarité, c'est-à-dire que vous, par exemple, Tony, vous avez vu des médecins, des psychiatres aussi Oui, j'avais vu... Pendant longtemps, le psychiatre les deux mois d'hospitalisation de ce drame, en post-cure, ça m'avait fait énormément de bien, ça m'avait fait... puisque moi, j'avais plus l'entourage,
parce que j'avais tellement menti, tellement fait de promesses, que pour eux c'était fini, mais il s'en sortira pas, fallait que... Voilà, pour moi il fallait que j'attende d'être malade, d'avoir une maladie ou de choper n'importe quoi, pour arrêter l'alcool. Pour eux c'était ça, il arrêtera que quand il sera malade, voilà. Parce que j'ai fait tellement de promesses, tellement de... J'avais jamais essayé d'arrêter, hein, mais je leur faisais croire. Plusieurs fois, j'ai dit demain je bois pas, je vais me tenir à carreau, je vais essayer, mais l'appel était plus fort. Je me suis même vu faire ramener des copains, des copains à la maison, et des trucs de débiles, quoi. Compter combien de verres on avait pu consommer, et puis il y avait la famille qui était autour, quoi. Je veux dire, parce que eux aussi, il n'y a pas que ma femme, hein, mon ex-femme, il y avait les parents qui étaient autour, les amis, qui eux aussi, malheureusement par ma faute, ont été dans comme on appelle la codépendance, quoi. Ils ont été touchés, hein, aussi à leur manière, quoi. J'étais pas le seul à souffrir de... Est-ce que le sevrage a été douloureux? Ouais. Le manque d'alcool. J'avais été diagnostiqué et tout, hein, ils m'avaient fait des examens et tout, et j'étais traité sous la Hotal. Et pour moi, ça n'avait pas été assez fort, je pense, parce que j'ai peut-être pas... Pardon, juste là, c'est quoi, c'est un médicament? Oui, c'est un médicament qui est très modérément actif. D'accord, c'est pour ça. C'est une petite béquille. Voilà. C'est- Je pense que ça m'a pas... Il y a le baclofène maintenant, c'est ça en fait. Maintenant, il y a le baclofène, mais c'est un autre combat. Le baclofène permet une réduction intermédiaire et une diminution de ce qu'on appelle le craving. Le craving, c'est cette espèce d'envie urgente et sur laquelle on ne peut pas lutter, de consommer le produit, et donc le baclofène diminuerait l'envie d'alcool et permettrait de continuer à consommer à minima. Le problème de se sevrer d'alcool, c'est que l'alcool, il y en a partout, puis c'est très convivial, quoi. C'est le vin rouge avec le camembert, et c'est aussi savoir dire lors d'un repas, non, moi j'ai un problème avec l'alcool, donc je ne bois plus. C'est pas facile à avouer. Donc c'était difficile. Ouais. Il fallait se lever le matin, on avait un rendez-vous à 8h du matin, il y avait des règles à respecter, il y avait un contrat qui avait été établi, et tout ça, ça m'a aidé à me rétablir, mais le souci, c'est la sortie. Parce que justement, j'étais dans le cocon, il fallait affronter la famille, le mal que j'avais fait. Pour eux, pendant 2 mois, ils se sont dit, nickel, c'est impeccable, voilà. C'est le seul souci. J'avais peur des retrouvailles, des réflexions, c'est le seul moment où je me suis dit, ça va être dur. Ça l'a été ou ils ont été... Non, impeccable. Jamais... on n'en a jamais reparlé. Alors je sais pas si c'était bien ou pas, peut-être que... Voilà, mais jamais. Aucune remontrance, Voilà, c'est... Ça m'a aidé. Le rôle de l'entourage dans la sortie d'addiction. Il est vraiment très 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 important. Et témoignage de Tony, je disais, j'ai entendu plein d'histoires. C'est un moment très très compliqué, le retour, parce que pour toutes les raisons que vous avez très très bien expliquées, et aussi parce que le problème qui se passe, c'est qu'il y a un décalage. Il y a un décalage, je vais continuer à m'appuyer sur votre exemple, Tony, si vous me permettez. C'est-à-dire que la famille de Tony, à ce moment-là, elle a continué à fonctionner avec l'ancien Tony en tête. Tony, pendant ce temps-là, lui, il change plein de choses, mais la famille, elle ne change pas grand-chose. Et du coup, là, il y a une zone très, très à risque. C'est plutôt bien passé pour vous, et c'est tant mieux, bravo. Quand, effectivement, la famille, à nouveau, reçoit l'ancien buveur, mais comme s'il s'était rien passé. Alors, parce que la famille, à ce moment-là, elle ne passe pas par tout le processus. Et que du coup, alors ça se fait de plus en plus dans les post-cures, les familles sont associées. Alors, quand je dis associées, ça ne veut pas dire qu'elles viennent en post-cure pendant les 3 mois, mais il y a des rencontres, et ça se fait de plus en plus pour essayer de limiter cet effet-là. C'est-à-dire parce que
Se sortir d'une addiction, moi j'ai beaucoup d'admiration, depuis 20 ans que je travaille dans ce milieu-là, pour tous les gens qui sortent d'une addiction. Je trouve que c'est un travail considérable. C'est un travail considérable. Vous imaginez, chacun d'entre nous, par exemple, vous avez peut-être remarqué, je suis un peu bavard comme garçon, eh ben, c'est comme changer un trait essentiel de notre personnalité. Donc c'est comme si on me disait, demain, à partir de demain, tu as droit à 20 mots par jour. Je ne suis pas sûr de tenir. J'ai même très peu de chance d'y arriver du premier coup, en tout cas. Vous m'avez dépassé déjà. Donc. Vous avez remarqué, ça va me demander énormément d'efforts. Et là, pour moi, quelqu'un qui sort d'une addiction, c'est ça. C'est-à-dire qu'il change un trait de son caractère. Vous voyez ? Imaginez-vous un trait de caractère important pour vous, vous ayez à le modifier. Vous n'avez plus droit à ce trait de caractère. C'est énorme. C'est un travail considérable. Donc, bravo. Et du coup, tous les soutiens sont bons à prendre. Et il peut y avoir un décalage entre ce que vit la personne qui est en train de changer et qui a changé, et l'entourage qui parfois garde l'ancien, celui d'avant, celui qui buvait. Et c'est normal, puisque la famille n'assiste pas au processus. Et que du coup, là, à ce moment-là, moi j'ai entendu une situation où la personne revient et me dit « Ouais, c'est bon, enfin tu nous l'as déjà fait ce coup-là ». Et que du coup, on ne va pas dire que c'est à cause de ça que la personne rechute. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ça n'est pas toujours, quoi, on va dire. Et je pense que c'est très très important d'aider aussi les familles à accompagner ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va y avoir du changement. Et alors je le vois aussi avec des jeunes, où les jeunes, en plus, chez les jeunes, ils vont très vite. Donc ils tournent la page, ils fument plus de cannabis. D'accord ? Mais les parents, ils ont tellement bavé pendant 2 ou 3 ans qu'ils sont encore en mais c'est pas possible, ça va trop bien. Et ils sont dans la suspicion, effectivement, et ils vont remettre parce que c'est presque trop beau pour eux et qu'ils vont pas à la même vitesse que la personne elle-même qui pourrait la tourner la page, et pour l'entourage, c'est pas aussi clair que ça. Et donc, là aussi, il faut qu'on aide l'entourage. Je pense que ça, c'est un travail qu'ont les professionnels et les associations à faire aussi, à développer. Et les raisons qu'il peut avoir un adulte d'arrêter une addiction ne sont pas les mêmes pour un ado, Laurence ou... Non, c'est pas... Souvent, pour les ados, c'est la liberté, c'est le coup, et pour quelqu'un, je sais pas, qui a 50 ans, c'est les problèmes de maladie... les motivations sont pas les mêmes. Donc le discours n'est pas le même. Il faut les chercher avec le patient, la motivation. Il faut la faire monter comme une mayonnaise. Il faut faire ce qu'on appelle une balance décisionnelle, c'est-à-dire essayer de réfléchir sur les avantages et les inconvénients à continuer une addiction, parce qu'il y a aussi des avantages. On a parlé du plaisir, par exemple, et peut-être aussi la façon dont vous vous sentiez mieux en groupe, etc. Ça a dû vous manquer. Après, il a dû falloir reconstruire quelque chose. Et donc, balance décisionnelle, avantages et désavantages de continuer ou d'arrêter. Et aussi, alors bon, l'alcool, c'est une addiction dure, très dure. Mais moi, par exemple, par rapport au tabac, il faut toujours explorer les freins. Les freins, qu'est-ce que vous redoutez quand vous allez arrêter? Regardez par rapport au tabac, 1 fois sur 2 chez les nanas, c'est je vais prendre 10 kilos. Mais ça doit être verbalisé, bon, vous allez peut-être prendre quelques kilos, mais c'est pas obligatoire. On va vous donner des conseils alimentaires, ou alors je sais pas, je vais plus dormir, je vais m'énerver. Il y a des choses, il faut en parler avant, il faut préparer la sortie de l'addiction. Il ne faut pas laisser le patient démuni face à ce qui va lui tomber comme manque, et comme manque de la substance, et comme vide aussi après. On va parler maintenant de la prévention, évidemment. Juste un mot avant ça avec vous. Comment on peut s'adresser à un médecin généraliste quand ou à un addictologue, personne spécialisée, quand on est addict, quand on a envie de s'en sortir ou quand l'entourage peut conseiller un spécialiste? Si vous avez un médecin généraliste à l'écoute, je pense qu'il n'y a pas de problème, et il est censé, s'il n'est pas à l'écoute, vous orienter dans d'autres réseaux. Non, il y a des centres de cure ambulatoires un petit peu partout, il y a des centres d'aide aux parents. Il faut demander de l'aide. Il ne faut pas rester tout seul, on y revient.
Est-ce qu'il y a des addictions qui sont plus dures à soigner que d'autres? Oui. Oui. Il y a... L'alcool, C'est une des plus dures. Quand on met des rats dans une petite cage pour leur faire obtenir une dose de substance, alors, eh bien, pour obtenir de l'héroïne, ils sont capables d'appuyer 500 fois, mais pour obtenir de l'alcool, ils sont également capables d'appuyer 500 fois. Il y a aussi ce que moi j'appelle la vitesse d'installation de l'addiction. Ce qui est particulier avec l'alcool, et Tony me l'a très bien dit, c'est qu'il a mis assez longtemps à être dépendant. Vous avez des addictions comme le tabac, où vous êtes beaucoup plus rapidement dépendant. Tabac, héroïne, cocaïne, un peu moins, mais vous êtes très rapidement dépendant. Après, je dirais, moi, avec mes mots, j'appelle ça la puissance addictogène, et effectivement, l'alcool, c'est quelque chose. Alors, la prévention. Bastien, peut-être commence avec vous. Auprès des ados, notamment. Qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien? Vous intervenez auprès d'eux, quel discours vous leur tenez? Le message, le but est de passer le message d'éviter la première consommation, d'éviter ou retarder la consommation et de tomber évidemment dans une addiction. Et aussi de choisir leur groupe, parce que le groupe d'appartenance va avoir une influence primordiale sur leur attitude. La pression, l'oppression de certains qui peuvent influencer sur une personne plus timide, et on a bien vu par le témoignage de Tony que l'alcool peut avoir un moyen de se désinhiber, donc de trouver des forces, d'être un autre personnage à d'autres niveaux. Il faut savoir aussi qu'il arrive à un certain âge, 15-17 ans, avoir un autre paraître, pouvoir aborder des jeunes demoiselles ou vice-versa, peut être très important. Et donc la recherche dans un produit peut les aider justement à aborder plus facilement et d'être moins timide et se valoriser aussi en prenant des risques qu'ils ne l'auraient jamais fait en ne prenant pas ce genre de produit. Voilà. Alors pour ceux qui sont dans la salle, pour les parents d'ados par exemple ou d'enfants, comment peut-on détecter une addiction, peut-être pas une addiction, en tout cas un début d'addiction chez un adolescent? Je ne prendrais pas le problème dans ce sens-là. Je ne prendrais pas le problème dans ce sens-là parce que pour moi, ça, c'est déjà plus de la prévention, ce serait de l'accès aux soins. Donc si on veut parler de prévention, pour moi, il faut aller bien en amont de ça. Juste alors, avant la prévention, est-ce que vous pouvez juste répondre à cette question-là pour les parents? Comment on sent que son enfant part vers une addiction? Avant de répondre sur la prévention, pardon. Je vais décidément pas répondre à votre question parce que. Je pense qu'il y a des gens qui font plus. Parce que je pense que ou alors peut-être. Le plus important pour moi, c'est et ça les parents savent le faire parce que détecter une addiction c'est très compliqué, même nous les professionnels, c'est pas toujours sûr au premier coup. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Ça c'est compliqué. Par contre, ce que savent faire les parents, et donc je les encourage déjà à ça, c'est déterminer si mon gamin il va plutôt bien ou il va plutôt pas bien. Déjà, ça c'est important. Et que, sachant que s'il va bien, c'est pas une garantie qu'il n'y aura pas de problème d'addiction, mais ça va quand même limiter pas mal les risques. Et que ça, du coup, je crois que les parents sont compétents pour ça. Alors que détecter une addiction, c'est très complexe. Donc je ne voudrais pas donner de fausses recettes, parce que on l'a vu, c'est compliqué. Voilà. Alors est-ce qu'il y a des méthodes éducatives qui permettent en tout cas de réduire le risque d'addiction? Alors, méthode éducative, ça serait un grand mot. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de la liberté, etc. Est-ce que donner à son enfant un peu d'autonomie quand il est adolescent, c'est un moyen aussi de réduire l'addiction parce qu'il ne va pas aller chercher ce besoin de liberté ailleurs? Alors, de toute façon, l'éducation, c'est ça. C'est-à-dire, et ça commence tout petit. Vous me donniez l'exemple de l'enfant qui monte aux arbres. C'est-à-dire, ça va être de gérer un équilibre entre le risque acceptable, on peut le laisser faire. Vous savez, moi, c'est très intéressant. On compare souvent l'adolescence à une phase qui se passe vers les 2 ans et demi. Les parents parmi nous connaissent certainement cette phase où les enfants, il y a une phrase qui revient souvent, c'est « non tout seul ». Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? C'est sympa, cette période. Eh bien, l'adolescence, c'est la même. C'est la même chose, qui se rejoue une dizaine d'années plus tard, avec un vocabulaire un peu plus élaboré, mais le fond du message est toujours le même, c'est non,
C'est-à-dire, je ne suis pas toi, je suis pas obligé d'être d'accord avec toi. Et puis, tout seul, c'est-à-dire, j'ai ma liberté, je peux aller découvrir le monde. Donc finalement, les enjeux de l'éducation, ils sont là depuis le début, c'est-à-dire comment les parents vont donner quelque chose de suffisamment sécurisé pour que l'enfant puisse vivre ses expériences, développer ses potentiels, prendre confiance en lui, sans se mettre trop en danger. Mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, la culture du risque zéro va finir, à mon avis, par faire beaucoup de dégâts. Par exemple, il y avait une statistique qui était sortie il y a quelques années, le plus grand nombre d'accidents de la circulation piéton chez des collégiens, ça a été mesuré statistiquement, c'était des enfants où à l'école primaire, on allait les amener par la main jusque dans la cour. Il y a ces enfants qui n'avaient jamais appris à gérer la ville. Et du jour au lendemain, pour changeant de scolarité, eh bien, ils se trouvaient à prendre des... Donc l'excès de protection en avait fait finalement des gens pas capables de se débrouiller tout seuls avec les dangers. Du coup, c'est paradoxal, mais c'est presque l'excès de protection qui crée le danger. Donc voilà, l'éducation, c'est ça, c'est vraiment veiller à tout ça. Une dernière chose sur la dynamique familiale, je vous parlais tout à l'heure de une constante dans toutes les familles, c'est des enfants qui ne sont pas à leur place. Et donc veiller à ce que les enfants soient à leur place. C'est-à-dire, quand il y a des conflits entre les parents, qu'ils soient encore ensemble ou qu'ils soient séparés, on veille à ce que les enfants ne soient pas dans ces conflits, par exemple. Ne soient pas partie prenante là-dedans. Déjà, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est pas si facile que ça à faire. Veiller à ce que l'enfant reste toujours bien à une place d'enfant et les adultes à une place d'adulte, y compris dans les responsabilités, dans les règles, dans les limites qui sont imposées. J'essaie de faire court, voilà. Non, c'est... Alors moi, je pense que je vais dire à peu près la même chose. Je suis des familles, donc j'ai à la fois les parents et les enfants. Et alors moi, je dirais l'exemplarité, quand même, les parents. Au cas de Tony, où on finissait les fonds de verre. Rappeler la loi. Ça, je crois que le cannabis est interdit en France. Pour les parents, c'est s'informer. Ça, c'est important, qu'ils soient informés, ce qui leur permettra d'informer leurs enfants sur ce qu'est une substance psychoactive, les risques, les accidents, les pièges à long terme, ne pas hésiter à parler du parent qui est mort d'une cirrhose, etc. Ne pas être aveugle. Moi, je pense qu'il va rencontrer la substance. On va lui proposer à un moment soit un joint, soit de la vodka orange ou du whisky coca. Donc être vigilant, je crois effectivement. Être vigilant, il y a aussi des résultats scolaires, chute des résultats scolaires, une rupture dans une communication qui était là et qui n'est plus là, par exemple. Je rappelle souvent aux parents que devenir parent d'ado, c'est pas pareil que être parent d'enfant. C'est-à-dire que justement, ça se prépare avant, il faut leur donner des armes, puis les lâcher en les accompagnant. Je crois que ce qui est important, c'est communiquer. Alors, beaucoup de parents me disent « Ah oui, mais je lui dis tout le temps, on en revient à la même chose, je lui dis tout le temps, mais il n'écoute pas. Mais moi, je leur dis, et je pense que j'ai raison, il n'écoute pas, mais il entend. Ça, c'est important. Et je pense que cette adolescence, effectivement, elle se prépare avant, en donnant quelques limites, en donnant à l'enfance confiance en soi, mais aussi en lui faisant découvrir d'autres plaisirs avant. Plaisir du sport. Pour moi, le sport chez les ados, c'est important. Mais, je sais pas, le plaisir de l'amitié, en recevant les gens, éveiller leur curiosité à plein de choses. J'ai eu une communication il y a quelques temps justement sur la prévention et l'adolescence et j'étais une jeune mère et j'attendais des recettes et le monsieur, ça m'a fait beaucoup rire, il a fini sa communication en disant
Eh bien, pour que nos enfants ne se droguent pas, il faut leur montrer un monde heureux. Ah, mais ça mérite réflexion. Et effectivement, nos jeunes, ils sont quand même angoissés. On leur propose un monde où il y a du chômage. Ils sont quand même très anxieux par rapport à ça. Il y a la couche d'ozone, il y a la mer où on ne pourra plus se baigner, il y a la mondialisation, il y a les informations pessimistes, tout ça. Je crois qu'il faut lutter contre ça, il faut essayer de leur montrer un monde un peu plus optimiste. Et surtout, communiquer avec vos ados, communiquer, parlez de tout. Mangez pas devant la télé et communiquer, parlez. Ah oui, c'est beau. Non, je peux être que d'accord. Communiquer avec vos enfants, parce que si vous attendez l'adolescence, ça va être compliqué. Voilà. J'ai vu des familles où il n'y avait pas de communication, et justement parce que c'était l'adolescence et que ça devenait compliqué, les parents voulaient rétablir une communication, évidemment. Je ne veux pas dire que c'est impossible, mais ça devient très compliqué quand même. Dans la communication aussi, gardez vos repères, parce que les Absolument. repères, même si il vous semble, c'est sûr qu'ils vont vous provoquer, hein, mais il faudra toujours garder cette communication et vos repères que vous avez imposés dans votre famille. Ça, c'est important. Il reviendra régulièrement. Vous êtes au volant d'une voiture très puissante et vous tenez le levier là, hein, et puis vous maintenez la direction. Et je voulais dire aussi que la rencontre avec le tabac, c'est extrêmement tôt, on en parlait tout à l'heure. Tabac, alcool, cannabis, il y a des rencontres qui peuvent se faire en 4e. Même bien avant. Même bien avant. Bien, alors, il y a beaucoup de questions peut-être dans la salle, donc je voudrais qu'on allume la salle et qu'on a un micro. On va parler beaucoup, mais ça fait une heure et demie qu'on parle. On va donner la parole à la salle. Je crois qu'il y a des micros qui sont prévus, je vois là. Je ne sais pas qui gère les micros. Alors, il y a des questions, il n'y a pas de questions tabou ou quoi que ce soit. Vous avez posé des questions. Oui, bonsoir. Moi, je ne veux pas poser de questions, je voulais juste faire un petit témoignage concernant les jeunes. J'ai 2 filles, la fille aînée a 35 ans, enfin 30 ans, et moi personnellement je ne fume pas parce que ma mère a fait que ça depuis que je suis enfant, elle fumait, donc j'ai dégoûté, l'odeur de la cigarette ça me dégoûtait. Et mes filles ont commencé à fumer en groupe. Alors, je pense qu'il faut penser à une chose qui est très très importante, même si nous, les parents, nous disons c'est pas bien, etc. C'est le groupe qui souvent fait à ce que les jeunes commencent à boire et à fumer et faire peut-être autre chose. Donc là, c'est au niveau de la cigarette. Donc ma fille commençait à fumer, mais pas seule. Je ne la voyais pas fumer seule, mais quand il y avait des copains et des copines, les cendrés étaient pleins à craquer. Bon, ça, c'était quand j'étais assez jeune. Et j'ai un deuxième témoignage. Mon neveu en Allemagne, pour des raisons familiales, divorce, le beau-père, assistante sociale, a commencé à péter les plombs, a mis les enfants à la porte, etc. Ce qui a certainement fait à ce que le jeune, qui est maintenant 23 ans, a commencé à boire, mais à boire avec les autres jeunes. Donc il s'est mis dans le fameux bench drinking, où on boit presque à mourir, donc à tomber par terre. Heureusement, je dirais qu'il n'a pas eu d'accident de voiture, mais il a été face à des flics qui ont arrêté son permis pendant 1 an. C'était un sportif, et il faisait du sport, il faisait du football, il devait même rentrer dans une école pour éventuellement faire du football, donc dû à l'alcool, donc ça n'a pas fait. Mais actuellement, il a repris, donc il vient de reprendre son permis il y a 1 semaine, et il a repris des études pour faire du sport. Moi, je crois que c'est très important, il faut absolument connaître aussi les relations de nos enfants jeunes et enfants. Oui,
Du coup, je vais extrapoler un petit peu à partir de ce témoignage sur les relations, parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, la bande, le groupe, c'est hyper important. Puisque c'est, si vous voulez, c'est un intermédiaire entre la famille et la vie seule. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est une étape. Alors, je suis d'accord avec vous, il peut s'y passer des choses que les parents désapprouvent, et qu'ils ont raison de désapprouver d'ailleurs. Mais en même temps, c'est important pour les adolescents, la bande, parce que comme ils doivent quitter la protection parentale ou familiale, ils ne vont pas le faire tout seuls. Donc ils vont commencer à se regrouper. C'est à ce moment-là que naît la bande, hein, le groupe. D'ailleurs, on voit qu'au départ, la bande, elle est plutôt unisexe. Hein. Et puis quand elle devient, avec les deux sexes, quand elle devient mixte, elle cesse assez rapidement d'être une bande. Hein. Ça va commencer à... Mais c'est une étape importante. Alors c'est vrai qu'il s'y vit parfois des choses, des expérimentations douteuses, je suis bien d'accord, mais en même temps, il s'y passe tellement de choses très très importantes. Et du coup, c'est tout le problème hein, pour les parents. Hein. On est tous tentés en tant que parents de vouloir jeter un œil à ce que fait notre enfant quand il n'est pas à la maison. Hein. Mais c'est vrai aussi qu'ils ont aussi besoin de ça, hein, d'aller vivre des expériences en dehors de la maison. Donc là aussi, ça va être une question d'équilibre. Et justement, je pense qu'il faut les préparer, puisque ce phénomène de groupe itinérant à l'adolescence, c'est avant qu'il faut préparer, surveiller. C'est vrai que c'est mieux, mais il ne faut pas être intrusif. Hein. Et c'est avant qu'il faut les préparer justement à se confronter aux produits. Et avant, il faut en parler. Vous avez dit, madame, et ça c'est important aussi, en tant que parent, c'est vrai qu'on est tenté, parce qu'on est très affectif avec nos enfants, et on est tenté on pense bien les préparer à leur protection en disant non, ne fume pas, tu vas voir, ça va faire ça va t'engendrer plein de problèmes de santé, etc. Et on insiste sur le fait de dire non, ne fume pas, et justement, n'oublions pas que nos adolescents, ils sont là pour braver ces interdits et justement de connaître et d'aller au-delà justement de ces interdits qu'on leur impose. Alors c'est peut-être peut-être pour certains ça va être une bonne solution de leur prévenir, mais je pense que le mieux c'est de parler, de communiquer, non sans leur faire peur, et non ne pas leur interdire systématiquement de fumer ou de prendre un produit. Et au contraire, ça peut même les inciter, on l'a bien dit tout à l'heure. Dans la transaction d'interdit. Ce que vous dites, Hervé, sur les interdits me fait penser à une chose. Poser des interdits, en particulier à l'adolescence, c'est très très important, mais pas absolument pour qu'ils soient suivis. C'est-à-dire que même un interdit qui est transgressé peut être utile à l'ado. C'est-à-dire ce qui est important pour l'ado, c'est qu'il sache bien qu'à ce moment-là, il est en train de transgresser, il est en train de franchir une ligne rouge. J'ai été ado, j'en ai franchi 2 ou 3 des lignes rouges, je ne vous dirai pas lesquelles, ça ne vous regarde pas. Mais je savais que c'était des lignes rouges, parce que ça m'avait été dit très très clairement. D'accord ? Et je crois que parfois j'entends des parents dire ça ne sert à rien que je l'interdise puisque de toute façon il va le faire quand même. Eh bien je crois que ça sert quand même à quelque chose. Alors il ne faut pas en faire un enjeu, encore une fois, ce n'est pas un enjeu majeur, mais c'est important, c'est-à-dire qu'un adolescent, il a besoin de repères, même si c'est pour dire, je vous embête, moi, enfin les repères que vous me donnez, ça ne me va pas, je vais aller plus loin que ça, parce que moi je suis plus malin que les autres. Voilà, c'est ça, des choses qui arrivent, ça. Je crois que c'est important qu'en tant que parent, on ne renonce pas à donner des interdits, mais qu'on ne se leurre pas trop sur le fait que parce qu'on a donné des interdits, forcément ils vont être suivis, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Et de ne pas faire ce qui peut paraître anodin, un problème. C'est compliqué d'être parent. Oui. C'est ça, c'est-à-dire d'éviter, effectivement, parce que, par exemple, si on parle du cannabis, pas mal de jeunes vont, quand je dis pas mal de jeunes, les statistiques sont, allez, je dirais, autour de 50-60%, je crois, faire l'expérimentation, d'accord ? C'est une expérimentation, comme il y en a plein à l'adolescence, et pour l'immense majorité de ces jeunes-là, ça va pas poser tellement de problèmes, d'accord ?
Du coup, c'est vrai que c'est important que les parents puissent dire, ben non, on n'est pas d'accord. Mais que si le danger, il est si ça devient un enjeu, quoi. C'est-à-dire si on ne parle plus que de ça. C'est-à-dire qu'on perd de vue le jeune au profit de ce bras de fer, un bras de fer qui serait autour de tu ne consommes pas, mais si je consommerais. Le problème, c'est que quand on engage, moi, je sais pas vous, mais moi quand j'engage un bras de fer, c'est si je suis sûr de pouvoir gagner. Or, le problème, c'est comme je ne pourrai jamais être 24 heures sur 24 derrière mon monde, j'ai pas intérêt à trop le pousser là-dedans, parce que je ne contrôlerai pas tout, de toute façon. Et je dirais que si on veut que ça reste au stade de l'expérimentation, il faut que ce soit un ado qui ait une bonne santé mentale. Hein. S'il est en mauvaise santé mentale, la boucle peut s'installer. Et donc là, on est vraiment purement dans la prévention. D'autres questions? Oui. Vous en prie, monsieur. Bonsoir. Moi, je suis étonné qu'on limite le phénomène d'addiction à la rencontre entre un individu et une substance, et cet individu est visiblement uniquement au sein de sa cellule familiale. Moi, je trouve dommage qu'on n'ait pas abordé la notion de responsabilité sociétale. Le tabac est une industrie. Dans les cigarettes, on met des facteurs des produits qui génèrent l'accoutumance. Tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on en fait? L'alcool est une industrie. Le cinéma est une industrie qui véhicule des images vers les jeunes avec des schémas de construction qui sont loin d'être sains. Les clips vidéo sont une industrie et au travers de certaines musiques, on met dans la tête de nos jeunes en construction des schémas qui sont loin d'être sains aussi. On a très peu parlé de la sexualité, de l'addiction à la sexualité. Si vous regardez quelques clips vidéo de rap et autres, vous, madame, je ne suis pas sûr que vous considériez que l'image de la femme dans ces clips soit renforcée. Et monsieur l'éducateur, je ne suis pas sûr que vous considériez que l'éducation sexuelle des ados doivent passer par ces clips. Donc la société, aujourd'hui, produit des dangers, parce que derrière ces industries, il y a des profits. Ils sont considérables. Aujourd'hui, le trafic de drogue dans le monde rapporterait à peu près 2000 milliards de dollars par an, c'est-à-dire plus que le budget français. Qu'est-ce qu'on fait de cette responsabilité sociétale? Merci. Alors, c'est tout ce que vous dites est absolument vrai. Enfin, pour les chiffres, je n'irai pas vous contredire sur les chiffres. C'est vrai que c'est important. Il y a un psychologue là, qui s'appelle Jean-Pierre Coutron qui a beaucoup communiqué sur la société addictogène. Nous sommes dans une société addictogène, pour les raisons que vous avez nommées et pour d'autres. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où il faut être performant. Nous sommes dans une société où on n'a pas le droit d'être malheureux. Où il faut consommer. Où il faut consommer. Quelqu'un qui vivait un deuil il y a 50 ans dans la campagne vendéenne que je connais bien, il était triste. C'était normal. Aujourd'hui, on lui dit va voir ton médecin, il va te donner du Lexomil ou du Prozac. D'accord? C'est-à-dire que ça devient un malade. Ça devient une maladie d'être triste quand on subit un deuil. Vous voyez? La société addictogène, c'est ça. Alors, c'est intéressant. Moi, ça me passionne. Ça me passionne. Mais le problème, c'est que c'est intéressant et dépressiogène. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il y a une dizaine d'années, il y a un film que j'avais trouvé extraordinaire, qui s'appelait Trafic. Est-ce que quelques-uns ont vu ce film? Donc, il y a un personnage qui est joué par Michael Douglas, qui devient Monsieur Drogue aux États-Unis. Et Monsieur Drogue aux États-Unis, c'est des pouvoirs énormes. Hein. Il peut déplacer une division blindée, un porte-avions, etc., etc. Et il mène comme ça une guerre à la drogue avec des moyens considérables. Pendant ce temps-là, sa gamine est en train de couler. À 2 pas de lui. Mais lui, il mène sa guerre à la drogue et c'est drôlement plus important pour lui. La fin du film était drôlement intéressante puisque finalement, la seule chose positive,
c'est quand ce père s'est occupé de sa fille et qu'elle a commencé à l'élever. Pour le reste, il avait démonté un réseau, ce qui avait permis à un autre de faire plus de bénéfices. Ce que je veux dire par là, alors c'est pas moi qui le dis, c'est Sonnenberg, qui, avec son film Trafic. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, on peut dire un tas de choses sur la société, elle est loin d'être parfaite, je partage votre point de vue. Mais moi, ce qui me semble important, parce que ce qui est à ma portée, c'est les gens qui sont immédiatement autour de moi. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de famille. Ça, je peux faire quelque chose. Les clips de rap, j'ai pas le pouvoir pour les... Vous n'avez pas nommé le rap, mais je pense que vous faisiez allusion au rap. J'ai pas le pouvoir pour les faire interdire. Les immenses bénéfices de la drogue, le fait que toutes nos économies s'écrouleraient immédiatement s'il n'y avait plus de drogue qui se consommait demain, je n'ai pas le pouvoir d'arrêter ça. Et il n'y a aucun de nous qui a envie que ça s'arrête. Parce que nos niveaux de vie se dégraderaient immédiatement, énormément. Parce que la société, il ne faut pas oublier que c'est nous. On en fait partie. Et donc, ce qui me paraît intéressant, c'est de regarder comment nous, à notre petite place, on n'est pas ministre, enfin, à moins qu'il y ait un ministre dans la salle, on n'est pas ministre, on n'est pas... Eh bien, on a un bulletin de vote, et donc on doit voter en conséquence, celui ou celle qui nous semble le plus à même de faire quelque chose à ce niveau-là. Et puis, on doit aussi s'occuper des nôtres, de nos proches, de nos amis, de nos enfants, de nos collègues. Parce que là, on pourra faire quelque chose. Pour le reste, moi, je ne suis pas un idéaliste, je ne vais pas partir sur des grands combats. Mais c'est mon point de vue, ce que je vous donne là, ce n'est que mon point de vue. Pas mal, c'est une bonne fin finalement pour on va s'arrêter là. Après 2 heures de débat. J'espère que vous avez apprécié la discussion. En tout cas, je remercie sincèrement les intervenants pour la pertinence et de leur témoignage. Merci beaucoup. Merci à Tony notamment pour merci à vous de votre présence ce soir. Merci à l'association Etica. De la fin. Merci de l'intervention. J'espère que ce débat vous a plu et vous a apporté des réponses à vos questions. Maintenant, nous allons passer au buffet à côté. Bonne soirée à tous. Merci.